Vous m'entendez, c'est bon? Je suis Fabrice Parnatan et depuis quelques mois, peut-être même années en fait, je suis ce qu'on appelle un YouTuber, c'est-à-dire que je suis un vidéaste sur YouTube. Le terme est plutôt incorrect en fin de compte parce qu'il y a des vidéastes sur d'autres plateformes, sur Dailymotion, sur Vimeo, etc. Et d'autre part, ce serait dommage de réserver ce format, de réserver ce style à la seule plateforme qui est YouTube. Mais il y a quand même quelque chose de correct dans cette appellation, c'est que le terme YouTuber désigne un certain nombre de codes esthétiques, un certain nombre de formats, un certain nombre de manières de faire, qui est en effet ramassé dans le terme YouTuber. Donc, moi je ne le revendique pas, je préfère vidéaste tout simplement, mais bon, vidéaste ça peut être aussi des vidéastes documentaristes, des vidéastes qui font beaucoup d'autres choses. Là c'est vidéaste sur YouTube, donc disons YouTuber. Alors moi je vais essayer de vous présenter à la fois donc, ce que je fais, ma pratique, et je vais faire autant que faire se peut, l'analyser ou m'aider pour l'analyser d'un certain nombre de résultats de la recherche, de ce que disent les universitaires sur ce que l'on fait, ce que l'on peut voir sur YouTube. Alors donc moi, ce que je fais sur YouTube, en tant que stagiaire, c'est mon pseudonyme, c'est que j'essaye de montrer qu'on peut traiter de questions politiques de manière rigoureuse. Alors rigoureuse, ça ne veut pas dire scientifique ou neutre, ça veut dire qu'on peut essayer de comprendre pour chaque question politique qu'on ne peut pas en traiter de manière absolument neutre, absolument scientifique, de manière totalement exacte, mais qu'on peut essayer d'avoir un traitement, disons, précis, rigoureux, en se demandant, pour chaque question politique, pour chaque prise de position sur une question politique, quel est le point de vue idéologique, quelle est la grille de lecture, la perspective générale qui nous permet de prendre position. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on acquiert un esprit critique, non pas en s'imaginant qu'on peut sortir, s'abstraire d'absolument tout point de vue partial, d'absolument toute idéologie, d'absolument toute grille de lecture, mais être critique, avoir un esprit critique, c'est comprendre que on appréhende les questions politiques jamais qu'à travers des idéologies. Et donc avoir un esprit critique, c'est être conscient de ça, éventuellement les critiquer, essayer de s'en sortir, en adopter d'autres, etc. Donc je vous propose de visionner ce que je fais. Vous avez déjà remarqué, souvent, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il nous dit que c'est parce qu'on ne l'a pas compris. Attends, je t'arrête tout de suite, je crois que je me suis mal fait comprendre. C'est parfois vrai, mais parfois ce n'est pas le cas. On n'est pas d'accord parce qu'on n'est pas d'accord, pas parce qu'on n'a pas saisi ce qu'il voulait dire. Je t'assure que j'ai très bien compris. Et ça peut devenir franchement agaçant quand votre interlocuteur persiste à croire que vous ne l'avez pas compris, voire vous prend pour un imbécile. Je vois que le malentendu persiste. Comme s'il était absolument impossible de ne pas acquiescer à ce qu'il dit. Et il y a des dirigeants, des journalistes, des hommes politiques qui semblent avoir fait de cette attitude leur spécialité. Dans leur vocabulaire, ça s'appelle faire de la pédagogie. Un exercice pédagogique. Un exercice de pédagogie. Il va devoir faire de la pédagogie. Nicolas Sarkozy veut se montrer très pédagogue. Une séance de pédagogie, de la pédagogie. Sur un plan très pédagogique. De la pédagogie avant tout. À la base, être un bon pédagogue, c'est trouver les moyens de bien faire passer une idée, comme un prof qui explique bien. Pour certains éditorialistes ou hommes politiques, faire de la pédagogie, c'est expliquer une nouvelle mesure, une nouvelle réforme à ceux qui n'acceptent pas, en supposant que ce désaccord repose sur une incompréhension. Pédagogie nécessaire. Parfois, certaines exaspérations sont liées au manque d'information. Pour un dirigeant persuadé que sa décision est la bonne, s'opposer à cette décision est idiot, absurde, irrationnel. Si l'on s'oppose, c'est forcément qu'on n'a pas compris. Sinon on changerait de son côté, on s'inclinerait devant l'évidence. Face à cette situation d'angoisse, il y a bien entendu toujours besoin de plus de pédagogie. L'expression veut donc dire que s'opposer, c'est ne pas comprendre. Il faut donc faire de la pédagogie.
On a besoin parfois de plus de pédagogie. Il est toujours difficile de savoir si ces gens croient sincèrement détenir la vérité ou s'ils savent qu'il existe d'autres alternatives. Dans le premier cas, ils sont persuadés qu'il n'existe pas d'alternative crédible à leur proposition. Dans le second, leur intérêt est de cacher ces alternatives. Le François Hollande pédagogue. Dans les deux cas, faire de la pédagogie est l'expression sur mesure, car qu'elle soit dite par quelqu'un de borné ou de mauvaise foi, cette expression a pour effet de persuader l'auditeur qu'il n'a pas compris la pertinence de la réforme. La pédagogie, pour expliquer les réformes, pour expliquer les réformes qui ont été mises en œuvre, celles qui sont à venir, pour faire de la pédagogie. La véritable fonction de l'expression est donc de faire croire qu'il est impossible de faire autrement. Vous ne pouvez pas être contre, car il n'y a pas d'autre alternative. À condition de faire la pédagogie, d'avoir la fermeté, mais aussi de faire la pédagogie qui doit aller avec. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Et si l'on s'imagine qu'il existe d'autres possibilités, c'est qu'on se trompe. Une heure de pédagogie donc pour tenter de faire taire les doutes et les polémiques. Pourtant, ce qui caractérise la politique, au moins en démocratie, c'est la délibération collective, le débat, la confrontation d'idées. Débattre, c'est échanger des arguments pour convaincre, pour faire changer d'avis. Donc le débat démocratique requiert au minimum que l'on reconnaisse qu'il existe d'autres opinions que la sienne. Pas de débat. Mais la politique, c'est aussi l'art de décider, de trancher entre différents projets de société. Pour faire, dit-on, à l'Élysée, de la pédagogie, est-ce que ça va suffire, Étienne Jarnel? Dire qu'il suffit de faire la pédagogie, c'est faire croire que l'exercice d'un pouvoir consiste seulement à faire accepter l'évidence. On pourrait presque connaître scientifiquement ce qu'il faut faire, et il ne resterait plus qu'à l'expliquer au peuple, qui ne pourrait qu'acquiescer, à moins de ne pas avoir compris. Comme si en politique il pouvait y avoir une vérité définitive sur la manière unique de bien faire, comme si on pouvait connaître la manière miracle de concilier tous les intérêts, de satisfaire tout le monde, de faire consensus. Je crois beaucoup aux vertus de la pédagogie. Comme si la politique n'était pas affaire de conflits, d'affrontements, de rapports de force, et peut-être un peu de violence, aussi. Vouloir sans arrêt faire de la pédagogie, c'est d'abord prendre les gens pour des imbéciles. Mais au-delà de ce mépris du peuple, c'est nier deux dimensions essentielles de la politique. D'abord, le respect des règles du débat démocratique, en disqualifiant d'emblée toute contradiction. Ensuite, c'est évacuer toute conflictualité de la politique, en faisant croire que toute décision peut finir par être acceptée, à condition de bien expliquer. Au fond, faire de la pédagogie, c'est dire à son interlocuteur et au peuple « Ferme ta gueule !» Point final à la ligne. François Hollande a tenté un exercice de pédagogie. Un exercice de pédagogie. François Hollande a fait un effort de pédagogie. Il faut faire la pédagogie. Ouais, attention. Merci. Voilà, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme de nombreux nouveaux youtubeurs qu'on dit culturels, c'est d'essayer de couler dans les formes classiques de YouTube, de la petite vidéo courte, divertissante de YouTube, des formats plus réflexifs, plus culturels, appelez ça comme vous voulez. Donc ce format, vous le connaissez, je pense pour certains, c'est la petite vidéo courte, montée, comment dirais-je, avec beaucoup de cuts, une vidéo plutôt comique, orientée comique, avec des références geeks, avec de l'auto-référence, avec un humour type Canal+, enfin ce genre de choses. Et donc il s'agit de reprendre, de se couler dans ces formes qui marchent bien, pour essayer d'amener des choses plus réflexives, plus culturelles, etc. Voilà. Donc il s'agit de faire du culturel dans des formes codifiées pour le divertissement. Et on a vu, en même temps que moi, mais en fait avant moi je m'inscris dans un courant de nouveaux youtubeurs, on a vu monter comme ça de nombreux youtubeurs qui faisaient ce type de vidéos, dites parfois culturelles. Et je pense que, c'est le discours aussi qu'ils tiennent, et ils participent d'un mouvement qui a toujours existé depuis Internet, depuis le web, notamment depuis le web 2.0, celui où les utilisateurs deviennent acteurs du web. Tout ce mouvement participe de l'idée que le web
peut vraiment se présenter comme un espace d'émancipation, un espace démocratique, un espace d'égalité et, pour tout dire, d'horizontalité. On va essayer de comprendre pourquoi on emploie ce terme. Donc, s'émanciper, la définition traditionnelle de l'émancipation, c'est se libérer d'une tutelle, se libérer d'une contrainte. Donc, il s'agit de comprendre de quelle tutelle YouTube ou les YouTubeurs pourraient parvenir à nous émanciper. Bon, eh bien, je me réfère ici aux analyses d'un sociologue qui s'appelle Dominique Cardon, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La démocratie Internet, qui est spécialiste de ces questions Internet. Et donc, il fait bien l'opposition, il essaye de montrer l'opposition entre un ancien monde des médias, très verticaux, où l'information est sélectionnée a priori avant d'être publiée par des professionnels, des journalistes, des éditeurs, des libraires, des hommes politiques, des professionnels de la parole publique, qui sélectionnent l'information a priori. Et ce qu'essaye de montrer Dominique Cardon, c'est que cette économie générale de la parole publique, cette manière de sélectionner les idées qui vont être publiées, va être complètement chamboulée, va être bouleversée par l'arrivée d'Internet. Internet cherche à renverser ce rapport. Le filtrage n'aura plus lieu a priori par les professionnels, mais sera effectué a posteriori par l'algorithme, par les codes de référencement, par les différents moteurs de recherche. Donc ça, je vais insister là-dessus parce que vous allez voir, je vais venir dans ma présentation sur ce qui me semble être déterminant dans ces questions d'esprit critique, d'appropriation démocratique d'Internet, d'horizontalité, etc. J'aimerais insister sur l'importance qu'il y a à comprendre le rôle des algorithmes, le rôle des codes de référencement qu'on trouve dans Google ou dans YouTube, les codes dits de ranking, ou de ce qui décide quelles pages vont apparaître les premières, quelles vidéos vont apparaître les premières quand on fait une recherche, quelles vidéos on vous recommande, on vous suggère. Parce que vous allez voir, ça me semble assez déterminant pour comprendre ce qui se joue sur Internet. Les possibilités d'émancipation comme les risques d'aliénation. Donc, retenez bien cette opposition entre le fonctionnement traditionnel des médias, qui existe toujours, la télé fonctionne toujours comme ça, où on sélectionne a priori, des professionnels sélectionnent a priori et publient. Donc ça devient public après. Sur YouTube, tout le monde, enfin sur YouTube ou Internet en général, mais on parle de YouTube, sur YouTube, tout le monde peut se saisir d'une caméra, d'un micro, d'un logiciel de montage, on fait la vidéo et on publie. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle va devenir visible. Ce qui va faire qu'elle va devenir visible, c'est un certain nombre d'algorithmes. Je vous expliquerai tout à l'heure le type de règles que suit YouTube ou Google pour référencer ses contenus. Ce sont ces algorithmes qui vont décider, entre guillemets, des vidéos qui vont devenir visibles. Bon. Alors peut-être que je peux introduire un terme un peu technique pour être clair. Donc cet ancien monde, ces acteurs de l'ancien monde ou du monde traditionnel des médias, où des professionnels, des experts sont gardiens des portes de l'espace public, c'est eux qui filtrent, c'est eux qui sélectionnent, les anglo-saxons les appellent les gatekeepers, les gardiens des portes ou les gardiens des frontières, gatekeepers. Donc j'utiliserai ce terme, ça ira plus vite. À rebours d'un tel fonctionnement vertical des médias, où des professionnels tout en haut sélectionnent et imposent, disons, au public ce qu'ils considèrent comme important, la philosophie d'Internet, la philosophie de Google, c'est que tout le monde peut publier de manière horizontale, et ensuite, c'est la communauté, via aussi les algorithmes, les codes, qui sélectionne ce qui est considéré comme pertinent, important. De sorte que tout le monde peut participer et, en apparence, Internet, ou en tout cas le web via cet acteur, via cette firme YouTube, et via les internautes qui utilisent YouTube, en apparence, Internet réalise son programme initial, qui est véritablement de construire un cyberespace
libéré de toutes les frontières politiques, capable de subvertir, de critiquer, voire de détruire d'anciennes institutions jugées comme oppressantes ou aliénantes, comme l'État, l'idéologie dominante véhiculée par les médias, le savoir jugé légitime par l'État et transmis via l'éducation nationale. Eh bien, Internet va se présenter comme un espace vraiment où on va construire la démocratie, et une véritable démocratie égalitaire, c'est-à-dire une démocratie qui ne passe pas par ce que nos représentants et ce que les professionnels de l'information jugent comme étant important, jugent comme étant ce qui est bon à mettre dans le débat public, ce qui est bon pour le peuple. Donc il y a toute cette rhétorique, tout ce discours qu'on entend sur Internet, que je tiens moi-même, et qui correspond vraiment relativement trait pour trait au discours que tenaient les fondateurs d'Internet à la fin des années 60, au début des années 70, et qui a pris de l'ampleur avec l'avènement du web. Bon. Donc il faut comprendre que tous ces nouveaux youtubeurs, tous ces nouveaux vidéastes culturels dont je suis, dont j'espère être, s'inscrivent dans ce courant-là. Et donc se conçoivent réellement comme des acteurs de nouvelles pratiques démocratiques, égalitaires, émancipatrices, etc. Alors, je vais passer quelques temps pour vous décrire ce que c'est que ces acteurs. Je les connais un peu de l'intérieur, j'en suis un moi-même. L'idée donc de faire la vidéo sur YouTube, c'est de se dire que pour porter ce projet d'émancipation à son maximum, on va utiliser un des médias qui est le plus populaire, un des médias qui est le plus populaire, le plus accessible, c'est évidemment la vidéo. C'est la raison pour laquelle on privilégie la vidéo. Auparavant, ce genre de travaux se faisaient dans la blogosphère, via des écrits, via des podcasts audio, etc. Là, évidemment, depuis 10 ans et l'avènement des plateformes de partage de vidéos, on a un public assez gigantesque, assez demandeur pour ces vidéos, notamment les jeunes. D'autant que l'avantage de la vidéo, l'avantage de YouTube par exemple, c'est que puisqu'on peut le regarder de chez soi, on fait s'effondrer certaines barrières symboliques qui peuvent retenir ceux qui ont envie de s'intéresser au savoir. Par exemple, on sait que pour rentrer dans une bibliothèque, pour utiliser un livre, etc., en réalité, ce n'est pas donné à tout le monde, au sens où il y a un certain nombre de codes à avoir, une certaine manière d'être, de se comporter dans une bibliothèque, ou savoir quel rapport avoir avec un livre. En réalité, c'est pas évident, c'est des choses qui s'acquièrent, qui sont réparties de manière inégale entre les différentes classes sociales, alors que je suis tranquillement dans ma chambre, je me pose une question, je vais regarder une vidéo sur YouTube, là, personne, ou sur mon smartphone, personne m'embête, je peux regarder ça comme je veux, je ne vais pas me sentir bête devant ma vidéo. Alors, de quoi parle-t-on là de ces vidéastes, de ces vidéos? On a envie de parler de vulgarisation. Le premier mot qui nous vient à l'esprit, c'est que ces gens-là font la vulgarisation. C'est-à-dire qu'ils mettent à disposition un savoir en le rendant plus accessible. On trouve de la vulgarisation sur YouTube. Moi, je ne pense pas que ce soit la majorité des vidéos. J'entends bien, je parle des vidéos culturelles, enfin, dites culturelles. Parce que vulgariser suppose de maîtriser le savoir que l'on cherche à faire passer. On en sait beaucoup plus, et on en dit un peu moins, de manière différente. Et là, faut reconnaître que rarement le vidéaste maîtrise son savoir. Il y a très peu de vidéastes qui maîtrisent leur savoir au sens universitaire du terme, au sens où le vidéaste aurait fait plusieurs années d'études dans ce domaine. Il y en a quelques-uns qui ont un haut niveau de maîtrise de leur savoir et qui nous vulgarisent, mais ce n'est pas le cas de tous. Alors on pourrait dire
si ce n'est pas la vulgarisation, peut-être qu'il s'agit d'enseignement. Bon, évidemment, encore moins, parce que l'enseignement, à la différence de la vulgarisation, prétend non pas seulement transmettre un savoir, transmettre un contenu, transférer une information, mais apprendre à apprendre. C'est-à-dire que ce qu'un prof fait avec un élève, ou un éducateur avec un apprenant quelconque, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il devienne autonome, c'est-à-dire qu'il parvienne lui-même à savoir comment aller chercher l'information. Ce qu'on trouve sur YouTube, c'est essentiellement des gens qui mettent à disposition de l'information, donc on apprend des choses, mais vous remarquerez qu'on apprend fort peu à acquérir par soi-même ce savoir. C'est-à-dire que c'est formidable, moi j'apprends énormément de choses sur YouTube, en sciences physiques, en histoire, etc. Mais j'apprends fort peu à faire des sciences physiques, à faire de l'histoire, c'est-à-dire à aller chercher, à aller comprendre moi-même comment des historiens travaillent, par exemple. Donc, qu'en est-il? Est-ce une excitation de la curiosité? Est-ce qu'on cherche à affûter l'envie de savoir? Ça, assurément, et tous les vidéastes le disent. Moi, ce que je cherche à faire, c'est donner envie aux gens d'aller chercher par eux-mêmes. Donc très bien. Je pense que ça, c'est une dimension extrêmement présente au cœur de ces vidéos, et je pense que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, disons, n'entament pas de longues études en histoire ou en sciences physiques, mais vont regarder un peu sur Wikipédia, vont regarder une autre vidéo, etc. C'est plutôt ce genre de choses. Mais essentiellement, ce qu'on a donc sur YouTube, vraiment le gros des vidéos culturelles ou des vidéos qui transmettent des informations, des savoirs, c'est plutôt du déplacement d'informations. C'est-à-dire qu'on a un vidéaste qui prend de l'information quelque part sur Internet, qu'il met sous forme YouTube, dont je vous parlais, avec des petits sketchs, un face caméra, on fait jouer des copains, on fait un montage un peu léché, mais donc on déplace de l'information, on la rend accessible. Je crois que c'est surtout ça à quoi on a affaire, d'où la prolifération de top. Il y a une quantité effroyable de vidéos qui se présentent comme un top, les 5 faits incroyables sur l'Égypte, les 5 manières de bien traiter son chien, etc. Ce genre de vidéos. 5 choses incroyables qui prouvent qu'on n'est jamais allé sur la Lune, enfin, ce genre de choses. Donc, on a vraiment le gros de la vidéo culturelle YouTube, c'est le saviez-vous, du top, donc des faits alignés que l'on déplace, que l'on rend disponible. C'est ce qui m'inspire la réflexion, qu'il y a une certaine insuffisance de ce point de vue-là de nos vidéos, des vidéos que l'on peut faire. C'est que ces vidéos sur YouTube donnent une image atomisée du savoir, donnent l'impression que savoir, que connaître, c'est en fait accumuler des faits, juxtaposer des faits, accumuler des informations, et plus on aura de faits, plus on pourra se dire sachant, on pourra se dire savant. Or, il n'en est rien en fait. Le savoir, c'est la possibilité d'articuler, de coordonner ces différents savoirs. Par exemple, je sais pas moi, savoir quelque chose en histoire, c'est pas tellement connaître un monceau d'informations sur la vie de tel roi, c'est comprendre comment ces petits faits qui concernent tel roi s'inscrivent dans une évolution générale de la royauté, qu'est-ce que signifie la monarchie, quelles sont les transformations de l'État français, par exemple, sous la monarchie, etc. Donc c'est être capable de recadrer le petit fait particulier que j'ai sous les yeux dans une vision plus générale, plus large d'un phénomène. Et force est de constater que rarement on a des vidéastes qui problématisent, qui relient ce dont ils parlent avec, disons, une grille de lecture plus générale, une vision du monde. Donc
c'est intéressant, parce que, comme j'ai dit, ça suscite la curiosité, ça c'est excellent, mais bon, on comprend bien que l'anecdote, si ça suscite la curiosité, c'est pas ça qui appelle vraiment, qui donne envie de vraiment profondément continuer ou approfondir, disons. Donc voilà. Néanmoins, force est de constater que tous ces vidéastes participent d'un mouvement de démocratisation. Tout le monde peut se saisir d'une caméra, même si c'est quand même un certain coût, il faut quand même un certain budget pour se procurer le matériel, il faut un certain temps à consacrer à ces vidéos, mais néanmoins tout le monde peut se l'approprier. De sorte que Dominique Cardon, le sociologue auquel je me réfère beaucoup, propose de dire que toutes ces contributions ont pour effet d'élargir l'espace public, qui s'ouvre désormais à des amateurs, alors qu'auparavant, souvenez-vous, il était, comment dirais-je, réservé à un certain nombre d'élites, de professionnels, d'experts. Donc, cela dit, cette vision d'un Internet démocratisé, totalement horizontal, auquel tout le monde peut participer, et donc permet l'émancipation intellectuelle et politique des individus, a reçu beaucoup d'objections. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des critiques de cette vision qui peut sembler, disons, un peu angélique ou un peu utopique. On a notamment toute une batterie d'objections qui viennent de la sociologie, qui soulignent que beaucoup d'inégalités qui existent hors ligne sont importées en ligne. Par exemple, les compétences discursives, c'est-à-dire que quand vous argumentez sur un forum, quand vous argumentez sur Facebook, quand vous argumentez avec des amis dans les commentaires YouTube, on voit bien qu'il y en a qui s'en sortent très bien et beaucoup mieux que d'autres. De même, le niveau de savoir ou le niveau de maîtrise de savoir, ou même de maîtrise technique de l'outil vidéo entre les vidéastes fait vraiment des différences. Il suffit de regarder un peu les vidéos pour voir tout de suite qu'il y a d'énormes différences entre tel vidéaste qui fait vraiment de l'excellent travail graphiquement, qui est un très bon monteur, etc., et d'autres. Et puis, bon, une objection vraiment qui vient et qu'on retrouve, qui est très fréquente, c'est l'objection de la cacophonie. C'est l'idée que, comme il y a une pluralité d'idées, comme il y a sur le web, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde poste sans arrêt, il y a une sorte de brouhaha, plus personne ne filtre rien, donc on ne sait pas où se trouve la qualité. Les informations, les faits, les idées circulent sans aucun contrôle, sans filtre, donc on se dit, et ça se dit beaucoup, y compris peuvent circuler les idées les plus farfelues, voire des idées dangereuses. Et c'est là que j'en viens à mon affaire d'algorithme ou de code. C'est qu'en fait, en réalité, il y a un filtre. Il y a un filtre, sauf que ce filtre vient a posteriori. Je vais vous expliquer en quoi consiste ce mécanisme de filtrage qui caractérise le web. Mais souvenez-vous toujours que, auparavant, ou dans les médias classiques, on a un rapport vertical, on a des professionnels qui filtrent par le haut ce qui va être choisi, ce qui va être visible. Sur Internet, le filtrage va être a posteriori, c'est-à-dire que d'abord on publie, d'abord je poste ma vidéo, je la mets en ligne, et ensuite elle va être filtrée. Alors comment elle est filtrée? Eh bien en fait, le filtrage sur Internet, les mécanismes qui rendent visibles sont une coproduction d'humains et de machines. Ce sont, dans un premier temps, les internautes qui partagent les vidéos, qui commentent les vidéos, qui envoient des liens vers les différentes vidéos, qui vont, comment dirais-je, attirer l'attention du robot de référence de Google ou de YouTube ou d'un autre site comme Amazon par exemple. Et c'est ce robot, cet algorithme de filtrage qui va, selon un certain nombre de codes en fait, que l'on ignore, qui va sélectionner et faire remonter. Et ce qui va faire que telle information va se retrouver en première page de Google quand on tape telle requête dans la barre de recherche. Alors, donc,
ça c'est important. Avant, c'était des humains, spécialistes, professionnels, une élite qui sélectionnait l'information a priori. Aujourd'hui, enfin disons sur Internet, sur le web, on a une coproduction du filtrage a posteriori par des êtres humains, des internautes, les communautés d'internautes qui votent, qui likent, etc. À une coproduction humain-machine, décision d'internautes et code ou algorithme. Donc deux séries de questions naissent alors sur à partir de la considération de ce filtrage, de cette coproduction du filtrage humain-machine. Nous étions partis de l'idée que sur Internet s'organisait une horizontalité, une démocratie, une égalité entre les individus, et une égalité qui permettait de se débarrasser de l'ancien système où les gatekeepers sélectionnaient l'information. Mais alors on peut se poser la question du coup, est-ce que via ces algorithmes de référencement, via ce ranking de Google, est-ce qu'on n'est pas en train de rejouer en fait ce gatekeeping, cette sélection de l'information, ce fait de rendre visibles certaines informations et d'en délaisser d'autres qui pourraient pourtant être importantes. Donc on a une sorte de renversement, de sorte qu'on pourrait dire que aujourd'hui, l'énorme gatekeeper centralisé et tout-puissant, c'est Google. C'est Google via son algorithme du PageRank. C'est-à-dire l'ensemble des codes décidés par les ingénieurs Google, ou YouTube, parce que ce sont les mêmes ingénieurs qui travaillent sur YouTube. Ce sont les ingénieurs YouTube qui décident, entre guillemets, des modalités qui vont rendre visibles certaines vidéos. Ce n'est pas eux qui décident à la main quelle vidéo va se retrouver en première position lorsque vous tapez dans la barre des recherches, ou quelle vidéo va se retrouver dans votre barre de suggestion à droite de la vidéo que vous êtes en train de lire. Mais ce sont les algorithmes qu'ils écrivent, les codes qu'ils construisent, qui vont en fait faire ce filtrage. Donc première série de questions, donc première question, est-ce qu'on n'est pas en train de refaire en fait un filtrage qui laisse de côté du savoir, des informations potentiellement intéressantes? Et donc du coup on perdrait l'avantage de cette horizontalité, cette égalité, etc. Et deuxième type de question, nous étions partis sur une idée d'émancipation. Donc l'individu qui conquiert sa liberté en devenant autonome. Et donc là, on va approcher la notion d'aliénation, puisque on peut se demander ce que vaut cette confiance dans cette coopération homme-machine. N'est-ce pas trop confié à la technique? Confier à un algorithme le soin de dire ce qui est important, n'est-ce pas une nouvelle forme de dépossession de l'individu, comparable, sous certaines réserves, à la dépossession démocratique qui se déroulait lorsque je confie à un professionnel de l'information le soin de sélectionner dans le journal TV ce qu'il considère comme étant pertinent, intéressant pour que je le voie. Et donc on arrive à cette idée que, bon bah voilà, peut-être que se rejoue sur YouTube en particulier, sur le web en général, une aliénation. Alors je vous rappelle, une aliénation, l'aliénation c'est le fait d'être dépossédé de quelque chose. C'est le fait de confier à autrui ce qu'auparavant on faisait soi-même. C'est ça traditionnellement le terme d'aliénation. Donc lorsque je suis aliéné, je m'échappe à moi-même, je ne suis plus aussi autonome qu'avant. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une aliénation au sens où je confie mon esprit critique, je confie mon autonomie de réflexion à ces lignes de code qui vont choisir ce qui va me nourrir ma pensée? Donc, Google a fini par faire office de gatekeeper centralisé, je l'ai dit, parce que vous utilisez tous massivement le moteur de recherche Google. Et vous utilisez tous massivement le moteur de recherche de YouTube. Ce sont les deux plus gros sites sur Internet, sur le web. C'est d'abord Google, ensuite YouTube. Et YouTube, c'est Google. C'est le même groupe. Donc pour le dire vite, j'aurais beau poster les vidéos les plus intéressantes du monde,
si l'algorithme ne les remonte pas, elles ne sont pas visibles. Et elles grenouillent à quelques milliers de vues, qui intéressent certaines personnes, qui sont très contents de voir ma vidéo, par exemple, et j'en suis ravi, mais ça ne remonte pas plus que ça. Parce que, premièrement, peut-être que c'est la qualité qui laisse à désirer, je fais peut-être de mauvaises vidéos. Une autre hypothèse, c'est de se dire, mais comment ça se fait que l'algorithme YouTube ne me remonte pas? Il est méchant avec moi, je ne sais pas. Donc, c'est valable pour moi, mais c'est valable pour plein d'autres vidéos que vous ignorez en fait. Vous ne les connaissez pas parce qu'elles ne sont pas à 100 000 vues, la chaîne n'a pas 1 million d'abonnés, etc. Et moi-même, je ne les vois pas, ces chaînes-là. Je ne les connais pas, puisque YouTube me recommande, me suggère que des grosses chaînes. Bon. Alors, juste un petit point sur cette affaire d'algorithme de référencement. YouTube donc référence ses contenus via une multitude de critères. Alors le problème c'est qu'en fait on ne sait pas, hein, ce code est propriété intellectuelle de Google, de YouTube, donc on ne sait pas exactement comment, qu'est-ce qu'il choisit pour remonter ces vidéos. Alors je peux vous les citer, les critères qu'on pense que YouTube emploie pour remonter ces vidéos, pour les rendre visibles, ce sont des critères de pertinence, les titres, les descriptions, les mots-clés, les tags, etc. Des critères de popularité, le nombre de vues, est-ce que la chaîne a beaucoup d'abonnés, etc. Des critères dits de linking interne, c'est-à-dire les différents liens qu'il y a entre les vidéos. Est-ce qu'il y a des liens dans les commentaires? Est-ce que les vidéos sont insérées dans des playlists? Des critères d'usage, le rythme de publication de la chaîne, ainsi que des critères liés à la réaction de l'audience. Est-ce que l'audience partage? Est-ce que l'audience met des pouces vers le haut? Est-ce que ces vidéos sont souvent citées? Et donc c'est tous ces critères que YouTube, que l'algorithme, que le robot de YouTube brasse pour faire remonter, éventuellement même pour vous les proposer sur votre page d'accueil de YouTube ou dans les recommandations suggestions à droite de l'écran. Alors le problème, c'est que nous n'avons pas accès à la composition de ces algorithmes. Ils sont la propriété de multinationales, en l'occurrence Google, YouTube. C'est valable aussi sur Facebook. On ne sait pas exactement quel code suit Facebook pour nourrir votre fil d'actualité, votre smart feed. Donc, l'enjeu est important puisqu'ils agissent comme filtre entre les internautes et la réalité. Exactement comme les anciens gatekeepers assuraient le filtrage entre les informations qu'ils jugent pertinentes et les gens qui consomment des médias. Et donc évidemment, ça se fait de manière opaque. Ils sélectionnent pour nous les informations qui sont censées nous intéresser. C'est l'algorithme, le code qui sélectionne pour moi les informations qu'il croit devoir m'intéresser, qu'il croit devoir me donner. Et c'est en cela qu'on rejoint le terme d'aliénation. L'aliénation renvoie à l'idée que on transfère à autrui ou simplement on perd certaines de ses prérogatives, de ses capacités. Donc l'individu aliéné se voit dépossédé et subirait une perte d'autonomie intellectuelle ou politique. Donc je vais l'étudier en deux sens. D'abord cette notion de parcours personnalisé qu'on a sur YouTube. Vous allez voir que YouTube en fait passe son temps à vous recommander des vidéos, à vous suggérer des vidéos en fonction de ce que vous avez déjà fait. Et deuxièmement, YouTube va passer son temps à vous proposer des vidéos en fonction de ce que les gens qui ont regardé le même type de vidéo que vous regardez ont déjà fait. Donc on a sur YouTube, premièrement, donc, un parcours personnalisé, mais c'est vrai sur Google également, parce qu'il va puiser dans votre historique pour savoir ce qui va vous intéresser. L'exemple classique, c'est, par exemple, si vous tapez souris sur Google,
pour faire remonter des pages où Google va se demander, j'ai mon internaute là, qu'est-ce qui pour lui va être les informations les plus pertinentes? Est-ce que c'est la souris, l'animal, ou est-ce que c'est la souris informatique? Et donc il va regarder ce que vous regardez habituellement, et il va se dire, je pense que ce qui l'intéresse, c'est davantage l'animal. Il va vous remonter des informations sur les petites souris. Alors que si vous êtes un geek, par exemple, et que vous passez votre temps à vous intéresser à l'informatique, etc., il va vous faire remonter, à coup quasiment sûr, plus de pages concernant le matériel informatique. Et donc on a exactement la même chose sur YouTube. Alors, pour moi, ça contribue vraiment à démystifier l'idée que sur YouTube, on construit réellement son esprit critique, au sens où l'esprit critique consisterait à penser par soi-même. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, alors je force un peu le trait pour faire comprendre, d'une certaine manière, en fait, je ne pense pas par moi-même sur YouTube, puisque ce qui nourrit ma pensée, ce sont les vidéos que YouTube me propose. Et pas vraiment les vidéos que je vais chercher par moi-même. Je pense que vous me suivez. Donc, c'est un peu le même fonctionnement que, vous savez, quand vous utilisez Amazon, vous avez la fonction « vous aimerez sûrement » ou « vous aimerez aussi ». On regarde ce que vous avez déjà acheté et on vous dit ben, ça va vous intéresser. Et donc on vous propose des livres sur Amazon qui évidemment correspondent à vos préférences esthétiques, à vos préférences idéologiques, à vos préférences politiques. Bon, eh bien, c'est à peu près la même chose qui se joue sur YouTube. Dans les recommandations, on va avoir des vidéos qui correspondent à ce que vous avez déjà regardé. De sorte que des problèmes naissent. C'est-à-dire que c'est rigolo de constater que quand on a fait plusieurs recherches sur le bricolage, on voit que YouTube nous propose, même en première page, plein de vidéos sur le bricolage. Mais évidemment, le problème devient épineux quand on parle de vidéos qui sont idéologiques ou intellectuelles, ou politiques plus exactement. Par exemple, si je cherche que des vidéos, si je commence plus exactement à chercher des vidéos qui seront, mettons, politiquement plus teintées à gauche, par exemple, et que je continue à regarder des vidéos de gauche, vous allez voir que YouTube va finir par me recommander uniquement des vidéos qui correspondent à ses préférences idéologiques. De sorte que, de fil en aiguille, petit à petit, je vais nourrir ma pensée, je vais nourrir ma réflexion uniquement par du contenu qui est teinté idéologiquement de gauche. Vous voyez ? Et de moins en moins, j'aurai accès à des pensées contradictoires. De sorte que certains analystes, je peux le citer, je pense au sociologue Gérald Bronner qui a écrit La société des crédules en 2013, de sorte que ces analystes finissent par penser que l'utilisateur d'Internet en général, mais de YouTube en particulier, devient enfermé dans une confirmation permanente de ses préjugés. Il est comme mis sur des rails, sur une pente savonneuse, d'auto-justification permanente, où tout ce que l'algorithme lui suggère, en fait, correspond à ce qu'il pense déjà. Vous voyez le problème ? Et en fait, quand on prend conscience de ça, vous allez voir, ça saute aux yeux. Moi, j'en parle juste pour des points assez problématiques comme les opinions politiques ou choses comme ça, mais c'est valable aussi pour la musique. Je sais pas, mettons, vous écoutez à un moment donné un peu de rap, Google va systématiquement vous proposer du rap, et puis pas seulement, mais des artistes qui font le même style que ce que vous avez déjà écouté. De sorte que, on peut considérer que ça correspondrait ou ça aurait pour conséquence une sorte d'appauvrissement esthétique, puisque vous continuez à regarder le même genre d'artiste. Bon, parfois on en est ravi, parce qu'évidemment, on aime bien découvrir des artistes du même style, ou on aime bien découvrir un penseur politique nouveau que l'on ne connaissait pas, qui pense à peu près dans le même cadre que nous. Mais bon, quand on réfléchit sur la notion d'esprit critique, on voit qu'il y a un petit problème. Alors, c'est d'autant plus pervers, si vous voulez, que j'ai l'impression d'avoir trouvé ça par moi-même. Voilà le point vraiment pervers, c'est que
quand je fais des recherches sur YouTube, j'ai vraiment l'impression d'aller moi-même chercher l'information. Personne ne me dit ce que je dois voir. Eh bien si, en fait, si. Il y a tout un algorithme de référencement et de suggestion qui va pomper dans votre historique, qui va pomper dans l'historique, dans les décisions, dans les choix des autres internautes pour vous recommander ces vidéos. Et donc, j'en arrive à ce deuxième point dont je vous parlais. Donc, sur YouTube, on a typiquement un algorithme de l'auto-vérification qui vous propose sans cesse un parcours personnalisé, qui vous met sur des rails, mais c'est aussi le même problème sur les réseaux sociaux numériques comme Facebook par exemple. Le contenu que l'on visionne, que l'on est amené à visionner, c'est le contenu typiquement qui a été liké par certains de nos amis. Avec qui on a des interactions les plus fréquentes. Et c'est l'algorithme de référencement de Facebook qui va choisir par tout un tas de procédures, en fait, que l'on ne connaît pas, parce que c'est la propriété intellectuelle de Facebook, on n'a pas le droit d'aller voir dans la boîte noire de l'algorithme. C'est l'algorithme qui va sélectionner parmi vos amis ce que vos amis eux-mêmes ont liké, ont sélectionné, et va vous le proposer, selon certaines procédures. Et donc là, c'est pareil. Comme évidemment, j'ai en général une certaine affinité idéologique avec mes amis, parce que ceux avec qui j'ai pas une affinité idéologique, en général, je les squeeze, je les bloque, eh bien, je vais avoir dans mon flux, en fait, que des auto-vérifications. C'est-à-dire que je vais tout le temps avoir des idées qui confirment des idées que j'ai déjà. De sorte qu'il y a un militant d'Internet, un militant américain qui s'appelle Eli Pariser, qui suggère que l'internaute sur le web, sur les médias sociaux numériques ou sur Google ou sur YouTube, vit dans une bulle de filtre. Il appelle ça une bulle de filtrage, qui dit grosso modo que en fait, tout ce qui m'arrive a été filtré et correspond déjà et est déjà conforme à ce que je pense déjà. Vous voyez, je vis dans une autoconfirmation perpétuelle. Donc là, évidemment, on est aux antipodes d'un esprit critique et on est dans l'aliénation, disons, pour le dire avec deux grands mots. Donc, pour un peu reprendre tout ça avant de conclure, on peut dire que cette configuration numérique, ces codes, raréfient les occasions de partage et met à mal l'idée d'un espace commun de discussion, d'un espace public, où l'on confronte des opinions, où l'on confronte ces opinions à des opinions différentes, puisqu'on vivrait, selon Eli Pariser par exemple, dans une bulle de filtrage. Jamais des opinions différentes, contradictoires des miennes, ne viennent me déranger, ne viennent déranger mes opinions. C'est évidemment un problème qui existe dans la réalité hors ligne. Constamment, nous avons affaire à des gens qui pensent comme nous. La plupart de nos amis, en général, nous avons des affinités idéologiques avec eux. Mais c'est amplifié en ligne parce qu'il y a cette affaire d'algorithme qui vient renforcer l'effet être sur des rails, l'effet bulle de filtrage. Donc on peut poser la question, comment un espace public éclaté, atomisé, composé d'individus partiellement enfermés dans des bulles, comment un tel espace atomisé pourrait générer de la réflexion collective et aboutir à la production d'institutions communes légitimes. Puisque si c'est atomisé, si tout le monde pense comme sa petite communauté, comment est-ce qu'on fait pour construire un espace commun, l'espace public étant défini précisément comme la rencontre de la pluralité d'opinions, la rencontre des opinions contradictoires. Donc, évidemment, je vais peut-être sauter ce passage et puis je vais conclure. Il y a les sociologues, ceux qui étudient vraiment nos usages sur Internet, apportent plein de nuances à ce que je viens de dire. Je viens un peu de brosser un tableau un peu noir ou d'avoir un peu grossi le trait pour essayer un peu de faire comprendre ou essayer de donner une tension problématique à mon propos. Mais évidemment, dans la réalité de nos usages sur Internet, évidemment qu'on va chercher des vidéos contradictoires sur YouTube, évidemment que des fois,
l'algorithme nous propose heureusement nous recommande des vidéos qui vont nous surprendre, qui vont nous choquer, qui vont nous faire adopter un nouveau point de vue. Et évidemment sur Facebook, certains de nos amis nous disent « Non, je pense que tu te trompes, va plutôt voir cette information ». Donc évidemment, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais bon, il y a quand même quelque chose de ça, il faut se méfier de ces algorithmes. D'où ma conclusion. Je propose, disons, trois pistes pour essayer d'amorcer la réflexion et éventuellement l'action face à ces risques. On a plus affaire à des risques qu'à des véritables, comment dirais-je, des véritables problèmes installés. Moi, je ne pense pas à Internet comme on pourrait le penser dans une sorte d'univers cyberpunk où il y aurait de grandes multinationales, de grandes corporations qui contrôleraient nos esprits, etc. Je ne crois pas du tout à ce genre de propos. Enfin, néanmoins, bon, ceux qui disent « attention, les algorithmes vous aliènent, etc. » ont quand même de bons arguments à faire valoir. Donc moi je propose, pour finir, trois pistes de réflexion et d'action. D'abord, premièrement, il s'agit de comprendre les règles qui président à la visibilité des contenus. Il faut, nous, en tant qu'usagers, en tant qu'internautes, acquérir une connaissance suffisante de ces mécanismes pour comprendre au moins que ce qui est offert à notre regard arrive là en raison de certains facteurs. Ce que je cherche, ce que j'ai déjà cherché, ce que les autres ont consulté, mais également les priorités publicitaires de la firme en question, Amazon, Google, Facebook. Cette prise de conscience minimum peut éventuellement s'effectuer, par exemple, dans ce qui se pratique déjà et souvent sous la forme d'une éducation aux médias, qui devrait donc, à mon avis, réserver dans cette éducation aux médias une part assez importante à la compréhension des systèmes de ranking, à la compréhension de ces algorithmes de référencement. Parce que pour moi, il y a vraiment un enjeu dans cette question. En fait, et puis deuxièmement, investir, c'est ce que j'essaye de faire, autant que faire se peut, les plateformes pour y injecter du contenu, pour forcer les robots de référencement à nous trouver, en quelque sorte, à trouver les formidables vidéos du Stagiaire. Donc c'est ce à quoi j'essaye de contribuer, en essayant de montrer, bon, vous l'avez vu, j'espère que j'essaye de montrer qu'on peut faire des vidéos, disons, où on apprend des choses, où on apprend un petit peu à avoir un esprit critique, qui ne sont pas trop chiantes, disons. Je ne dis pas qu'elles sont divertissantes non plus, c'est pas le but. Mais, et enfin, donc, c'est le troisième objectif qui est le plus compliqué, parce que ça suppose une lutte collective. C'est se réapproprier collectivement ces codes qui pilotent une partie de nos vies, enfin de nos activités sur le réseau, sur Internet. J'ai insisté, il y a quelques temps, là, sur la nécessaire compréhension des algorithmes de filtrage. Donc il faut les comprendre, il faut essayer de les décoder, mais en réalité, nous ne pouvons pas les connaître. Nous ne pouvons pas connaître ces algorithmes, puisqu'ils sont la propriété des grandes firmes qui les exploitent. Une telle réappropriation suppose donc d'engager une réflexion plus large sur les limites de la propriété intellectuelle. Et donc, ça suppose évidemment un combat autrement plus ambitieux que simplement essayer de réformer nos petites pratiques d'internautes. Mais à mon avis, ce n'est qu'au prix d'une réflexion et d'une lutte, pour le coup, politique et collective, que nous éviterons, disons, que ces promesses d'émancipation ne deviennent les nouvelles sources de notre aliénation. J'ai fini.